Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le Club de la Presse, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Cette semaine, deux sujets majeurs retiennent l'attention et alimentent les débats publics. En Côte d'Ivoire, une décision vient remodeler le paysage administratif. Par le décret signé le 7 janvier 2026, le président de la République Alassane Ouattara a officiellement abrogé la création des 12 districts autonomes qui composaient jusqu'ici le maillage territorial du pays. 5 ans après leur mise en place en juin 2021, les 12 districts autonomes cessent d'exister. Faut-il y voir une réforme structurelle nécessaire pour plus d'efficacité ou un bouleversement aux conséquences imprévisibles pour la gouvernance locale? Au Sénégal, la scène politique connaît une nouvelle recomposition. Ousmane Sonko a rencontré les soutiens de l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique APTE, une coalition regroupant les proches, ses proches je veux dire. Le lendemain, dimanche, le Premier ministre a présidé le Conseil national du PASTEF, l'occasion d'annoncer le congrès prévu le 6 juin prochain. Cette démarche intervient une semaine après une démarche similaire du président Bassirou Diomaye Faye avec la coalition Diomaye Président, une initiative qui suscite de nombreuses interrogations. S'agit-il d'un simple réajustement stratégique ou d'une rupture politique désormais consommée? Pour en débattre ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau tout d'abord Félix Boni, journaliste et éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir pour moi. On est très heureux de vous accueillir après quelques mois d'absence sur ce plateau. Absolument. D'accord. Alors, docteur Bangali Ongora, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. On est très heureux de vous accueillir. Plaisir partagé. Deuxième fois en 3 semaines. N'est-ce pas? D'accord. Yacouba Sangaré, vous êtes le rédacteur en chef adjoint du tabloïd Le Patriote. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Lanciné Bakayoko, vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1 et chef du service économie de la même rédaction. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci lui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et notre reporter David Soyo interviendra au cours de l'émission. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, le générique. Si vous nous rejoignez maintenant, vous suivez le Club de la Presse, votre émission de débat qui intervient tous les dimanches sur RTI 1 à partir de 18h45. On entame tout de suite avec le tout premier sujet qui nous dit que la réforme territoriale pourrait connaître un tournant décisif en Côte d'Ivoire. Après plusieurs années d'existence, les districts autonomes sont aujourd'hui supprimés. Pourquoi? On en parle dans quelques instants après cet élément de David Soyo. 12 districts autonomes sur 14 supprimés. La décision actée par un décret signé le 7 janvier 2026 vise les districts autonomes du Bas-Sassandra, Komoué, Denguélé, Gor-Guibois, Lac, Lagune, Montagne, Sassandra-Marawi, Savane, Vallée du Bandama, Woroba et Zanzan. Vulgarisé en mars 2026, le décret met automatiquement fin aux fonctions des ministres, gouverneurs. Les modalités de transfert du personnel et du patrimoine de ces districts supprimés seront déterminées par arrêté du Premier ministre. Seuls les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro sont maintenus. Le district autonome est un véritable pôle de développement local. Créés le 9 juin 2021, les 12 districts autonomes ont fait l'objet de plusieurs critiques. Ils étaient qualifiés par certains de doublons administratifs en faisant allusion aux conseils régionaux et perçus par d'autres comme budgétivores. La décision de supprimer ces districts par le chef de l'État, Alassane Ouattara, est saluée par une frange de la population. Cependant, plusieurs s'interrogent sur le bilan après plus de 5 ans de fonctionnement et quel a été leur impact dans l'amélioration du quotidien des populations. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Messieurs, que recouvre concrètement la notion de suppression du district autonome? Est-ce une disparition totale ou une recomposition? Félix Boni. Mais quand on parle de suppression, ça veut dire que c'est une disparition. Et puis, s'il fallait parler de recomposition, si vous demandez mon avis, je dirais qu'on n'en a réellement pas besoin. Si 5 ans après, le président de la République décide de dissoudre ces entités, ça veut dire qu'elles n'ont pas répondu aux attentes et on s'y attendait plus ou moins. Moi, je ne suis pas surpris. Je fais partie de ceux qui ont trouvé des entités budgétivores et en réalité, on n'a pas senti leur empreinte sur le développement local. C'est des pôles de développement local que le président a voulu créer
Mais on n'a pas senti réellement, donnez-moi le nom, un district qui réellement où les dirigeants de ce district ont vraiment impacté le développement local. Je n'en vois pas. Ça a finalement été pour moi une initiative qui peut-être a été un peu à cheval sur l'administration, la politique, et qui a permis à un moment donné de la vie politique de Côte d'Ivoire de récompenser des gens ou éventuellement de recaser des gens qui étaient sortis du gouvernement. La plupart, c'est des anciens ministres. Hein. Et éventuellement, peut-être dans l'optique des élections de 2025, faire en sorte que le personnel politique ne se disperse pas. Mais ça n'a pas permis réellement, ça n'a pas impacté le développement. Au contraire, ça a été une sorte d'alourdissement de la décentralisation. Et ces entités n'avaient pas une identité plus claire. Hein. Elles étaient un peu comme des entités déconcentrées, mais en même temps décentralisées, c'est-à-dire des autorités administratives, mais également aussi avec des compétences au niveau du développement local, et elles n'ont pas réellement fonctionné. On les confondait parfois aux conseils régionaux ou on est confondu aux conseils régionaux, au gouvernorat de district, parce qu'il y a des gouvernorats de district dirigés par des préfets qui étaient des préfets de région. Et il y a les préfets de région, il y a les mairies, et tout ça, c'était suffisamment lourd. Et je pense qu'en supprimant ça, ça va permettre éventuellement d'alléger les tâches, de répartir leurs compétences aux autres entités, les conseils régionaux et autres, pour pouvoir continuer le travail. D'accord. Docteur Mangali, quel argument, selon vous, ont été avancés pour la suppression de ces districts? Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication de la part du gouvernement sur cette décision. Ça peut s'interpréter aussi finalement comme une certaine gêne, parce que depuis la décision de créer ces 12 districts supplémentaires, en plus des 2 qui existaient, ça fait beaucoup bavarder, beaucoup de choses ont été dites. Et aujourd'hui, quand on décide, après, disons, pratiquement 5 ans d'années d'exercice, de supprimer ces districts qui ont englouti au passage 60 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de 2 fois la construction d'un CHR comme celui d'Adzopé ou celui de Bouaké. Après, après avoir englouti 60 milliards, on pourrait le dire, le gouvernement décide de les supprimer en catimini sans aucun bilan. Et donc, il est clair que si le gouvernement n'a pas communiqué sur le sujet, il ne peut que nous laisser à nos supputations. Je crois que la décision est à saluer, parce que mieux vaut tard que jamais. Et quand la réforme administrative engage des changements, un remodélage de l'orchestre administratif, logiquement, après 5 ans, il faut s'asseoir faire un bilan. Et si le bilan n'est pas concluant, il faut avoir le courage politique de mettre fin donc à cette aventure. C'est ce que le président a fait, c'est à saluer. Mais on dirait que il ne devrait pas s'arrêter à ces 12 ici, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ces 12-là. Je prends le cas, par exemple, du district autonome de Yamoussoukro, qui a été laissé en place, mais il a été créé parce qu'il devait jouer le rôle de chef d'orchestre dans le cadre du transfert de la capitale à Yamoussoukro. À partir du moment où ce projet politique n'est plus porté par le gouvernement, sinon les différents gouvernements du président Alassane Ouattara, finalement, on se demande à quoi ça sert de maintenir le district autonome de Yamoussoukro s'il n'y a plus en perspective, puisque c'était sa mission première, d'orchestrer le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Et en plus même du district autonome de Yamoussoukro, il y a encore des doublons dans le dispositif, disons, mis en place par l'État, le dispositif institutionnel. Il y a le Sénat qui, après la modification des critères de la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, qui désormais fait entrer dans les conditions la question de la superficie du territoire des différentes circonscriptions. Ça fait que finalement, on a l'impression qu'on a une Assemblée nationale qui fait son découpage, ou en tout cas a le même modèle que le Sénat. Donc il faudrait qu'une de ces chambres-là puisse disparaître. Et on peut encore citer d'autres institutions qui sont budgétivores. La Côte d'Ivoire étant engagée dans une dynamique de transformation structurelle portée par les PND, c'est clair que ça fait un écho négatif de voir qu'on n'avance pas dans le sens, je dirais, de mettre l'accent sur des institutions qui sont des institutions d'investissement, mais qu'on multiplie plutôt les institutions, je dirais, de gestion, ou en tout cas, qui sont budgétivores. D'accord, merci docteur. Alors, Sangaré, Yacouba, est-ce que l'on peut parler d'échec quand on en arrive à la suppression de ces 12 districts? Non, moi je ne pense pas. Moi je pense qu'on fait quand même l'opinion d'une certaine façon, pour moi, fait un mauvais procès
au district, notamment au ministre-gouverneur. Il faut se référer à leur mission. Il faut rappeler que quand on lit leur mission, on lit le décret de 2021, du 9 juin notamment, leur mission, ils n'ont pas un rôle en tant que tel d'exécution, hein. Ils ont plutôt un rôle de planification. Donc, leur rôle, c'était de faire des études pour évaluer les schémas directeurs. Quand tu regardes, ils doivent évaluer les politiques de développement et s'assurer de la mise en œuvre de certains projets de développement. Je suis très bien placé parce que je recevais régulièrement beaucoup de papiers, justement, de certains ministres-gouverneurs, mais leur rôle, ce n'était pas de construire automatiquement les routes, les ponts. Ils n'ont pas le budget pour ça. Donc, ce qu'ils avaient, c'est d'évaluer les potentialités de chaque localité, de chaque district. Quels sont ses besoins en termes de développement, en termes d'investissement, c'est de faire une étude, schéma directeur de développement. Ensuite, ils ont fait aussi des études mammographiques sur des aspects précis, selon les spécificités de chaque région. C'est l'agriculture, c'est le tourisme. Ils ont aussi une mission de promotion aussi de nos us et nos coutumes. Vous voyez, il y a des districts où les ministres-gouverneurs ont accompagné des événements culturels qui tendaient à renforcer le brassage culturel. Donc, ils ont vraiment travaillé sur ça. Quand vous regardez même la cartographie, même le personnel, le personnel s'est constitué de 2 tiers de fonctionnaires, 1 tiers de personnes contractuelles. Sur les 1 milliard, en réalité, c'est 1 milliard 300 millions de budget, 1 milliard pour le fonctionnement, 300 millions pour les investissements. Les investissements qu'ils ont faits en général, c'est la plupart du temps, en dehors des missions de contrôle, ce sont des appuis aux populations. Quand vous regardez bien leurs actions, c'est des appuis sociaux selon des événements. Je vois par exemple le cas du district des montagnes que je connais bien. Le district des montagnes, par exemple, a apporté des appuis aux étudiants de la zone en termes de transport, en termes de tickets de restaurants. Et il y a aussi des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, par exemple pour le district de la Comoué. Donc, attendre de ces districts qui construisent les routes et ponts, c'est une mauvaise lecture, ce n'était pas leur mission. Je pense qu'ils n'avaient pas cette mission d'exécution. C'était plutôt une mission de faire des études et de proposer un plan. Je pense qu'ils ont travaillé sur la planification. Il ne faut pas jeter. Il y a eu des documents, des études qui ont été faites pour évaluer les besoins des districts dans les régions. Maintenant qu'ils sont dissous, pour moi, ce n'est pas un échec. L'étude est là. Je pense qu'en 2021, le gouvernement a par exemple exprimé le besoin peut-être de faire des études. On ne va pas demander à un préfet d'aller faire une étude d'un schéma directeur sur le terrain. Il peut ne pas avoir le temps et les hommes nécessaires pour le faire, alors que le district peut être dédié à cela et comme cela a été fait dans ces missions. Donc, je pense que ce n'est pas un échec. Il y a des études qui ont été faites. Pour moi, de ma lecture, en 2021, le gouvernement, dans son programme de développement, a dû peut-être exprimer ce besoin d'avoir une étude sur les besoins spécifiques de chaque district, de chaque région. Je pense que c'est ce travail qui a été fait. Maintenant, il faut exploiter ce document. Maintenant, peut-être que le gouvernement estime maintenant que cette phase-là d'étude est finie et que, bon, il peut passer à autre chose. C'est l'exécution de tous ces plans, des études qui ont été faits pour le bien-être, des personnes, le développement de ces localités-là. Donc, le gouvernement peut décider maintenant dans l'exécution de passer à autre chose en décidant de les supprimer. Sinon, je pense qu'il ne faut pas leur faire un faux procès. Je ne crois pas aussi que ce soit budgétivore. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment, j'ai des réserves vis-à-vis de tout cela. Voilà. C'est bien compris. L'ancien Bakayoko, qui perd et qui gagne dans cet exercice de suppression de districts autonomes? Si les districts ont été supprimés, c'est parce qu'ils ont fini leur travail. Voilà. Ils ont fini leur boulot parce qu'ils avaient un rôle de planification, de suivi, et surtout de mettre en place d'études. Et pour faire des études, on n'a pas besoin de 1000 ans pour faire des études. On peut faire des études en 5 ans, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Donc, ils ont eu 5 ans pour faire ces études, pour faire cette planification. Donc, aujourd'hui, c'est du travail bien fait. Ils ont terminé leur travail. Donc, on peut leur demander d'aller se reposer et puis chercher à réformer l'architecture institutionnelle de la gouvernance locale. Donc, pour moi, on ne peut pas parler d'échec. Parce que si on parle d'échec, et si on a cette vision un peu catastrophiste, comme Ngouran Bangali l'a présenté, je dis que c'est un peu tiré par les cheveux. Parce que, vous savez, quand il a parlé de 60 millions, mais 60 milliards pour 14 districts sur 5 ans, ça veut dire que c'est un peu plus de 1 milliard par district en un an. Est-ce que vous pensez que si le chef de l'État avait la volonté de rendre ces districts opérationnels en termes d'exécution de projets, c'est 1 milliard qu'on allait donner à un district pour exécuter des projets pour la population? Je ne pense pas. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, si ces districts ont été supprimés, c'est simplement parce que ces études sont terminées et il n'y a plus de raison, ils n'ont plus d'objet, ils n'ont plus de raison d'être. On peut s'attendre à ce que de nouvelles institutions soient mises en place pour combler de vides s'il y avait un vide. Parce que si on parle d'administration, je crois que les préfets sont là. Ce n'est pas un préfet à l'administration territoriale qu'on va demander de faire de la planification. C'est vrai, un sous-préfet, un préfet représente le gouvernement et chacun des ministres
dans sa circonscription administrative, mais ce n'est pas leur travail, c'est un travail routinier, un travail de tous les jours, et donc ça ne peut pas être à l'échelle d'exécution. Donc les districts sont nés justement pour venir régler un problème précis. Et ce problème précis, aujourd'hui, a trouvé une solution. Si vous allez aujourd'hui dans n'importe quel district, vous allez voir qu'il y a déjà un document de base qui existe et qui permet à des organes d'exécution d'aller faire ce travail. Si vous allez dans n'importe lequel des districts, si vous allez à Oudéné, dans le Ouroba, ou bien si vous voulez à Bondougou, dans le Gontougo, vous allez voir que... et puis, ça nous permet quand même d'économiser de l'argent, parce que ça nous permet de gagner du temps, là, ces districts qui ont été créés. Parce que si aujourd'hui, on a un projet dans une zone comme le Bunkani, on n'a plus besoin d'aller faire des études. Les études, savez-vous, ça met du temps. Ça met du temps. Et le chef d'État a une volonté aujourd'hui d'accélération des projets qu'il veut mettre en place pour la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, le maillage territorial, le maillage administratif est déjà fait aujourd'hui par rapport à ces districts, qui fait que si je veux faire un projet d'élevage chez Ngoran Bangali dans le Béké, ça ira plus vite, parce qu'aujourd'hui, les populations veulent une accélération du rythme d'exécution des travaux en faveur d'elles. Et donc, pour moi, c'est un très bon calcul effectué par le chef de l'État et son gouvernement d'aujourd'hui supprimer. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas un rétro-pédalage, ce n'est pas un échec, c'est juste une continuité pour une mission déjà accomplie et on avance. C'est comme un entraîneur de football, il finit, on a remporté la coupe, c'est terminé, il faut renouveler les instances, il faut nommer un nouveau pôle administratif, un nouveau pôle de gestion et je crois que c'est exactement ce que le chef de l'État a fait. Donc, loin d'être un échec, c'est plutôt un succès. D'accord, c'est bien compris. Docteur Bangali, quelles pourraient être les conséquences pour les populations locales, cette suppression de district? Mais absolument aucune. Je crois que le président de la République, en tant que détenteur du choix que le peuple a porté sur lui, je pense qu'il est le mieux indiqué pour apprécier l'incidence des réformes qu'il introduit. Ici, il a initié les districts autonomes qui ont eu 5 années d'activité et qu'il décide ensuite, après réflexion, forcément analyse des impacts, de les supprimer. C'est bien parce qu'en tant que chef de l'exécutif, il a eu le temps de peser les tenants, les aboutissants donc, de ce changement de virage. Alors, c'est vrai que le narratif aujourd'hui qui est brandi pour pouvoir justifier donc, ces 60 milliards, c'est que ça a été des institutions qui ont été mises en place pour faire des études. Je suis désolé, il y a des cabinets spécialisés pour le faire. Et en plus, tous les services de l'État de Côte d'Ivoire, tous les ministères ont des représentants techniques que sont les directeurs départementaux dans chacune des régions. Ils n'ont vraiment pas besoin de personnel supplémentaire. Il est clair que ces personnes-là ont été nommées à ces postes parce que le gouvernement avait besoin, le chef de l'État avait besoin de recycler du personnel politique sur lequel s'appuyer pour faire une sorte de maillage politique de l'électorat au niveau de la Côte d'Ivoire. Après plusieurs élections, je considère qu'il s'est assis, il a fait le bilan, il s'est rendu compte que il a atteint d'abord ses objectifs en termes d'implantation de son influence sur toutes les régions, sur tous les districts. Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'on a vu le bilan politique de certains d'entre eux. Les dernières élections locales, je ne veux pas citer des noms pour ne pas offenser, voilà, ce sont quand même des autorités, mais certains n'ont pas été à la hauteur. Donc je pense qu'après avoir mis tout cela dans la balance, après avoir analysé, il en est arrivé donc à la décision de mettre fin donc, au parcours de ces districts autonomes. Je pense que c'est plutôt encouragé parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans un cycle où nous sommes encore une fois engagés dans, si vous voulez, la transformation structurelle de notre économie soutenue par les différents PND. Et quand vous entrez dans ce cycle-là, il faut minimiser les dépenses de fonctionnement et maximiser les dépenses d'investissement. Et quand vous avez des structures comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui on les présente comme des conducteurs d'études stratégiques, mais ce n'est pas leur rôle. Ils ont été instaurés là et leur premier cahier de charge, c'était d'assurer le suivi de tous les projets du gouvernement dans les différentes régions, ce que font déjà les préfets. Et je pense qu'il y a tellement de démembrements au niveau de différentes régions, au niveau des départements, ainsi de suite, au niveau des sous-préfectures. Donc, il y a déjà 111 préfets de région. Pardon, 111 préfets et puis 509, je crois, sous-préfets. Voilà, ce que 111 personnes plus 509 n'ont pas réussi à faire, ce n'est pas ce que 12 personnes vont réussir à faire. Je pense qu'il y a les départementaux qui sont les représentants techniques de l'État, de tous les ministères qui sont dans toutes les régions, qui font déjà ces études-là et qui font remonter les informations à leur tutelle. Et c'est à partir de cela, d'ailleurs, que le gouvernement arrive à engager, par exemple, certains aspects du PND ou encore le BNET aussi, qui
en fonction de son cas de charge, à un certain nombre de missions qui, à travers ses représentations dans ces régions-là, conduit des études. Donc, ce n'est pas le rôle, et ça n'a jamais été le rôle pour lequel ces différents districts ont été créés. C'est pour officiellement assurer le suivi de l'action du gouvernement, ce que faisaient déjà les préfets. D'accord. Sangaré Yacouba, est-ce que votre analyse rencontre celle de Dr Bangali? Non, je ne partage pas. Les préfets, il a dit, les préfets existent depuis des années. Mais si le gouvernement décide, les préfets existent avant 2021, mais si le gouvernement décide en 2021 de mettre le ministre gouvernement, parce que le gouvernement estimait qu'il y avait ce besoin. Et là, il faut l'accepter, il y avait ses besoins. Oui, mais il était plus politique. Je dis, il avait ses besoins, je vous ai écouté. Laissez-moi parler, je vous ai écouté. Je ne partage pas votre opinion. Développer. Voilà, donc vous me laissez parler, je vous ai écouté. Voilà. Donc, je disais il disait que les préfets existaient avant 2021, mais si le gouvernement a décidé en 2021 de créer ces 12 districts, parce que le gouvernement estimait que le travail, peut-être, ce travail-là, justement, d'études, de schéma directeur de développement des régions, des études mammographiques sur les spécificités de cette région, parce que le gouvernement estimait qu'il avait ces besoins-là, bien que les préfets existent. Donc, du coup, il a pris cette organisation. Ça s'est fait dans la marge d'un pays. Je ne vois pas ce qui a fouetté un chat. Dans la conduite d'un pays, il y a des étapes. À un moment donné, on prend des décisions par rapport aux besoins, aux objectifs qu'on veut atteindre. Donc, en 2021, le gouvernement a estimé qu'il avait ces besoins-là et que les besoins n'étaient pas remplis par les préfets qui existaient. Donc, le gouvernement a mis en place ce dispositif. Et puis, ce n'est pas 12 personnes, c'est une caricature. Un district ne se limite pas à 12 personnes. Il ne faut pas caricaturer à l'individu. C'est toute une équipe qui travaille. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Et ce travail-là, c'est un travail de planification et qui va permettre au gouvernement de gagner en avance dans l'exécution du plan national de développement. Je rappelle que ces ministres gouverneurs étaient rattachés directement à la primature. Donc il y a un rôle je veux dire, il y a une synergie d'action. Et je le répète et je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, ils n'avaient pas un rôle d'exécution primordial. C'était plutôt un rôle de planification d'études. Bakayoko l'a si bien résumé. S'ils voulaient développer, les budgets n'auraient pas été 1 milliard. 1 milliard. Ce n'est pas avec 1 milliard qu'on construit des routes et des ponts dans un district qui regroupe souvent 2-3 régions. C'est un lucide. Donc, je pense que si on les juge sur ça, on fait une mauvaise lecture. C'est ce que je veux dire. Je comprends, certains font des analyses politiques derrière tout ça, mais si on veut analyser sereinement, lucidement, il est clair que ces districts-là n'ont pas été créés pour construire des routes et des ponts. Ils ont été créés pour faire des études, des analyses et faire s'assurer du suivi de la mise en œuvre des actions du gouvernement. Eux aussi, d'accompagner d'une certaine façon les populations. Je l'ai dit, il y a des districts qui ont fait beaucoup d'aide sociale, notamment dans l'autonomisation des femmes, accompagner les projets culturels. Et ça, il y a des actions qui ont été menées. Maintenant, qu'on veut balayer ça de revers de la main comme si rien n'a été fait, moi, je m'inscris en faux contre ça. Il y a un travail qui a été fait. Maintenant, ce qui reste à faire, là, ce travail qui a été fait a été sans doute remis à la primature. Ce travail va servir à gagner du temps sur l'exécution de certains projets du PND, de certains projets de développement. Donc, il faut saluer ce travail qui a été fait. Et je l'ai dit, le gouvernement l'a mis en 2021, on est en 2025, et d'ailleurs, ce n'est même pas 5 ans. Parce que la décision a été prise en juin. Le temps que les ministres s'installent, certains ont véritablement commencé à travailler des mois après. Si on veut voir, c'est exactement 3 ans de travail sur le terrain. Donc, je pense que ce travail préalable va aider le gouvernement à avancer, à gagner du temps. Et ça, c'est ce qui est le plus important. La question qu'on doit se poser, ce n'est pas de dire s'ils ont été utiles ou pas. Qu'est-ce qu'on fait du travail que ces ministres gouvernants ont abattu sur le terrain? Comment ces études-là peuvent être profitables au gouvernement pour permettre au gouvernement de gagner du temps dans l'exécution de son programme? Je pense que c'est ça le fond du débat. Tout le reste, pour moi, excusez-moi le mot, je trouve que c'est superfétatoire. D'accord. Alors, Félix Boni, est-ce que la suppression de ces 12 districts ouvre la voie à la création d'autres administrations qui vont poursuivre le travail déjà accompli? Mais moi, je dirais que je rejoins ce que Dr Bangali a dit tantôt. Mais ces administrations existent. Quand on parle d'études, je ne crois pas qu'on crée des ministères de districts spécialement pour faire des études. La mission, pour vous, il y a eu doublon. Il y a eu doublon. Quand il a parlé tantôt, le ministère du Plan, les autres différents ministères qui ont des démembrements dans chaque région, dans chaque département, l'Institut national des statistiques, toutes ces structures-là existent, font des études. On n'a pas besoin forcément de créer une entité spécialement pour faire des études. Alors, il faut que les résultats de ces études, on les ait maintenant, il faut les publier. Parce que je suppose qu'il y a eu 12 études qui ont été faites pendant 5 ans dans les différentes régions. À la fin, on doit sortir une matrice générale de toutes ces études qui ont été faites pour qu'on sache réellement de quoi est-ce qu'il relève par rapport à cette étude, quel est le résultat de cette étude. Moi, ce que je note, c'est que les districts ont été créés et avaient pour mission de coordonner les grands projets de développement
les grands projets de développement dans les différentes régions et valoriser les potentialités des régions économiques au niveau économique et culturel. Chacun de nous ici appartient plus ou moins à un district. Moi, j'appartiens au minimum à 2 districts. Et je n'ai pas vu l'impact de ces ministres de district sur les régions, en tout cas les districts auxquels moi j'appartiens. Je n'ai pas vu l'impact. Quelle est la valorisation culturelle qui a été faite? La valorisation des potentiels économiques, je n'en ai pas vécu, je n'en ai pas vu. Quel est le projet de développement qui a été fait et pour lequel ces ministres du district ont été mis en avant pour coordonner ces projets? Je ne l'ai pas vu. Quelles sont les grandes études qui ont été menées dans ces régions auxquelles j'appartiens? Je n'en ai pas vu non plus. Quelles sont ces régions? Quels sont ces districts? Alors, moi, j'appartiens au district du Béquet, mais également aussi au district de l'Indénié. C'était le Bélier qui est devenu maintenant le district de l'Indénié. Et de ces régions auxquelles j'appartiens, je n'ai pas véritablement vu l'action des ministres de district. D'ailleurs, le ministre du district de l'Indénié, je ne l'ai jamais vu dans la région auquel j'appartiens. Donc, finalement, c'était vraiment un système qui était suffisamment lourd, parce qu'on n'avait pas besoin forcément de créer des entités pour ça. Ces entités existent déjà dans l'administration ivoirienne. Il a parlé tantôt d'un budget de 1,3 milliard. Vous voyez, 1,3 milliard, 1 milliard destiné uniquement au fonctionnement et 300 millions pour j'allais dire, les activités à mener. C'est-à-dire, les 1 milliard, c'est purement les salaires. Tout ça, c'était suffisamment lourd. Il parle de ce que le personnel est composé d'un tiers de personnel local et puis maintenant, le reste, c'est des fonctionnaires. Mais ces fonctionnaires, ils sont déjà payés. C'est-à-dire qu'ils font déjà le boulot pour lequel on n'avait pas besoin d'un budget spécial. Ils ne sont pas doublement payés, hein. Ils sont affectés à la fonction publique. Ils ne sont pas doublement payés. Hein. Voilà. Bon, je suppose qu'ils ne sont pas doublement payés, mais ces fonctionnaires qui doivent mener, les études qui doivent être menées, le PND, pour sortir le PND 2025-2030, je ne crois pas qu'on a eu besoin des études de ces districts pour le faire. Le PND, il est établi, il est mis à jour depuis que le président Ouattara est là. Je crois qu'on est à la 3e mise à jour du PND, mais on n'a pas eu besoin de ces études. Donc, à quoi réellement, quel était le besoin de ces études pour qu'aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui avec des entités qu'on supprime et qu'on estime qu'ils ont fini de faire leur travail? Non. Honnêtement, ces entités ont fini de faire leur travail peut-être politique, parce que c'était un maillage. Regardez, ce sont de grosses têtes. Hein. Quand on prend les différentes personnalités, il a parlé tantôt du district de Montagne, le ministre Flindé Albert, le district de Zanzan, le ancien ministre de la fonction publique, le district du Bélier, Mme Raymond Goudou, le district de Béquet, M. Jean-Claude Kouassi. Ce sont de grosses têtes qui sont sorties du gouvernement et qui ne sont pas des experts en matière d'études pour qu'on puisse les commettre pour aller faire des études. Donc je crois que ce sont des entités qu'on a créées qui avaient quand même un fond suffisamment politique pour faire un maillage politique, pour ne pas laisser, j'allais dire, des cadres se disperser, parce qu'on était quand même dans un schéma politique de préparation 2025 également aussi, ne pas laisser des cadres se disperser. Et on a réussi à les recaser, à leur donner une fonction, à leur donner de l'intérêt, à leur donner des moyens. Et aujourd'hui, le président de la République estime qu'on n'a pas besoin de continuer, et il a mis fin à cela, et c'est de bonne guerre. Je suis persuadé que beaucoup d'Ivoiriens applaudissent de demain la suppression de ces districts dont on n'a pas senti l'impact sur le terrain. Lansine Bakayoko. Non, aucun Ivoirien n'applaudit de deux mains. Aucun. Je crois qu'il y a 2 personnes ici qui applaudissent de 2 mains. Il y en a 2 seulement. Il y en a 2 seulement qui applaudissent. Il y en a une seulement qui n'applaudit pas. Non, il y en a 2 seulement ici qui applaudissent de 2 mains la suppression. Je crois que quand on veut développer un pays à un coût, vous savez, le développement d'un pays, c'est une dynamique. C'est une dynamique. Ce n'est pas une situation statique. Et puis, on me dit que ces districts n'ont pas fait leur travail. Non, ils ont fait le travail. D'abord, ils avaient même du travail et ils les ont fait. Aujourd'hui, les agropoles qui ont été fait réformer, je croyais que c'est au hasard que tout ça c'est venu. Vous pensez que les schémas directeurs dans tous les domaines, notamment au ministère du Logement, dans les pays... Les agropoles existaient avant les districts. Ça a besoin d'être affiné. Je vous ai dit que le développement d'un pays est dynamique. Je vous ai dit que c'est évolutif, c'est dynamique. Ce n'est pas statique pour dire que, bon, on a déjà fait les études, mais il y a de nouvelles études à faire. C'est-à-dire que quand le pont Henri Konan Bédié devait être fait, il y a eu des études préliminaires qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans. On a été obligé de revenir pour faire de nouvelles études par rapport à l'évolution du district d'Abidjan, par exemple. Donc, nécessairement, le district d'Abidjan a eu son mot à dire par rapport à ces projets d'aménagement urbain, tout ça. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui venir me convaincre, moi, que les districts qui ont été mis en place n'ont servi à rien. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui ont besoin d'être affinés. Ouais. Si on veut faire on a une forte dépendance de l'élevage,
Et tout ça, ce sont des régions qui sont propices aujourd'hui à l'élevage. Et tout ça, ça a besoin de planification au niveau étatique. Donc pour moi... Pourquoi supprimer 12 districts pendant qu'il en existe encore 2, ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro? C'est-à-dire que les autres sont moins importants ou ont déjà fini non, mais vous savez, exécuter leurs tâches. Un État, ce sont des objectifs qui sont bien affinés. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que l'importance du district d'Abidjan et de Yamoussoukro sont égales à l'importance d'un district comme le district du Bonkani ou le district du Bafing, par exemple. Parce que Yamoussoukro, c'est notre capitale politique. Et donc, ça a besoin de plus d'attention, plus de rigorosité en matière de gestion, en matière de planification et même en matière d'évaluation. Abidjan également, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire qui a besoin d'une dynamique perpétuelle pour que ça puisse répondre aux besoins de modernité que les hommes politiques veulent lui impulser, notamment gouvernemental. Donc, il n'y a aucune visée politicienne en nommant des ministres gouverneurs dans ces districts. Et à mon avis, je ne vois aucun signe qui montre que ça avait des visées politiques. De toute façon, aujourd'hui, on ne me dira pas que c'est parce que simplement ceux-là sont venus que le président de la République a été élu. Plus de 94% de la population ivoirienne lui ont donné leur cutus pour qu'il soit élu. Et puis, il y avait quelle menace? Parce que nous avons aujourd'hui une opposition complètement émasculée, amorphe, inexistante. Qu'aurait-on fait en nommant des districts pour pouvoir maintenir le régime en place? Je ne crois pas. Parce que déjà, le président de la République avait déjà une forte influence. Il était déjà dans une position hégémonique au niveau politique sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y avait pas une menace particulière politique, notamment du PDCI, du PPACI, pour dire que bon, il va falloir faire du marchandage, du clientélisme pour que la situation puisse rester dans le statu quo. Non. Aujourd'hui, il est évident que le président Alassane Ouattara a une influence certaine, évidente sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui, toute l'opposition elle-même se met ensemble, il n'est pas du tout évident que le président Alassane Ouattara puisse perdre les élections. Et ça, c'est factuel, c'est documenté. Donc pour moi, la mise en place et la suppression des districts obéit simplement à un besoin de développement, à un besoin de planification, de mise en place d'études, des études qui ont été clairement effectuées. Et donc le dessin a été atteint. Donc, il va falloir passer à autre chose, à une autre architecture institutionnelle par rapport à la gouvernance locale. Et pour moi, le chef d'État est le seul parce que c'est lui qui a les leviers du pouvoir. Il sait où il va, il sait le gouverneur c'est quoi, c'est lui qui est dans le pilote dans l'avion et il sait les intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, il n'appartient à personne d'autre que lui de savoir dans quelle autre direction, auquel cas, il va falloir changer la gouvernance. Et pour moi, les Ivoiriens se sont déjà clairement exprimés il n'y a pas plus de 6 mois que c'est le président Alassane Ouattara qui doit avoir le gouvernement et qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la politique qui a été votée qui est en train d'être mise en place. Et ça, personne ne peut le contester aujourd'hui, en tout cas de façon honnête. D'accord. En attendant que le président prenne d'autres décrets concernant cette situation-là, on met le cap à présent sur le Sénégal où l'actualité politique reste particulièrement animée. Le tandem Ousmane Sonko et Diomaye fait encore parler de lui. Ousmane Sonko est en train de nouer de nouvelles alliances dont nous allons parler juste après cet élément de David Soyo. Ousmane Sonko et Diomaye Faye se rendent coup pour coup. Le samedi 14 mars dernier, une semaine après la première assemblée générale de la coalition Diomaye Président, l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique APTE d'Ousmane Sonko s'illustre. L'APTE regroupe essentiellement les proches du Premier ministre sénégalais. Sa mission, préparer le terrain pour les futures échéances électorales. Après le tête-à-tête avec les membres de sa coalition, Ousmane Sonko rencontre ceux de son parti, le PASTEF, 24 heures après. 2 rencontres pour appeler ses militants et alliés à occuper le terrain, à recruter des maires et à mobiliser en vue des élections locales en 2027, mais aussi de la présidentielle en 2029. Le chef du gouvernement sénégalais a saisi l'occasion pour annoncer la tenue d'un congrès de son parti, le PASTEF, le 6 juin prochain. Ousmane Sonko a également profité de ces 2 réunions politiques pour dire clairement qu'il n'envisage pas de démissionner de son poste de Premier ministre. Le Premier ministre répond ainsi à son président avec 2 rencontres politiques. Pour l'heure, le feuilleton dont le bras de fer qui oppose Ousmane Sonko à Diomaye Faye est loin d'avoir livré tous ses secrets. Ousmane Sonko et son
président Diomaye Faye, il faut encore parler d'eux. Ces semaines ont été très animées par une actualité les concernant. Alors aujourd'hui, on a Diomaye Faye qui, le 7 mars, a rencontré la coalition Diomaye Président. Une semaine après, Ousmane Sonko, lui, rencontre la PTE, en plus du PASTEF. Qu'est-ce que cela augure, selon vous, Félix Boni? Cela augure d'une sorte de rupture du pacte. Il y a à peu près 2 ans, on était habitué à ce slogan Sonko, moi, Diomaye, moi, Sonko, qui veut dire Sonko, c'est Diomaye, Diomaye, c'est Sonko. Absolument, aujourd'hui, je crois que c'est totalement la rupture. Aujourd'hui, c'est la concurrence, c'est carrément le duel. Le Sénégal est en train de traverser une situation qui n'est pas loin de le conduire vers une impasse, j'allais dire, au niveau de sa gouvernance d'État et même politique. Et c'est vraiment dangereux parce qu'aujourd'hui, on n'est pas très loin d'un bicéphalisme au sommet de l'État du Sénégal. Et ce n'est pas vraiment à souhaiter. C'est une situation vraiment déplorable parce qu'on s'y attendait plus ou moins, vu la forte personnalité de Ousmane Sonko, qui ne ressemblait pas à cette personnalité-là qui voudrait être dans une sorte de second plan. Et vu également aussi le tempérament de Diomaye, qui donne l'impression quand même d'être souple, mais qui a quand même sa personnalité. Alors, le schéma russe, Poutine, Medvedev, ne semble pas réussi pour le Sénégal. Et le pacte est en train d'être rompu. Et quand on voit Diomaye, la coalition Diomaye président, qui est en train d'être structurée avec cette Assemblée générale qui lui donne du poids à un mouvement de mobilisation qui s'étend, qui ouvre les bras même à l'opposition, pendant que la coalition, l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique de Ousmane Sonko se réorganise, se renforce également aussi. Quelque part, il y a un duel à l'horizon et ce duel-là, il n'est pas vraiment fait pour aider le Sénégal qui, en ce moment précis, fait face à des défis au niveau économique, au niveau structurel, pour mieux se porter. Et ce duel risque de vraiment plonger le Sénégal dans une impasse. Lansine Bakayoko, est-ce finalement le signe de la rupture consommée à laquelle on est en train d'assister? On sait qu'il y a l'espoir que le duo au sommet puisse encore cohabiter. Non, ce duo même, en fait, c'est un duo mort-né. Nous l'avons dit depuis la mise en place de ce duo. Parce que ça ne pouvait pas prospérer. Dans un bateau, il n'y a pas 2 capitaines. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Or, il se trouve aujourd'hui que le capitaine en second veut forcément être dans la cabine de pilotage. Vous voulez dire que Ousmane Sonko manque de patience? Je vous ai dit que ça ne peut pas marcher. Ousmane Sonko manque de patience. Il doit attendre au moins 10 ans. Il trouve que 10 ans, c'est trop long. Et donc, il veut écourter le mandat de son camarade de lutte, aujourd'hui président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Donc, pour moi, cet échafaudage institutionnel, depuis le début, ne pouvait pas prospérer. Parce qu'en réalité, il ne peut pas avoir une dualité au sommet de l'État. Or, aujourd'hui, c'est cette dualité que le Premier ministre cherche à imposer au président de la République. Peut-être même plus qu'une dualité, parce que lui veut avoir une position hégémonique par rapport à celui qui a reçu le mandat des Sénégalais. Finalement, est-ce que Ousmane Sonko n'est pas en train de réclamer à juste titre ce qu'ils se sont promis dans les cachots du Sénégal? Oui, mais si vous êtes promis des choses, je crois que ce n'est pas de ce que les Sénégalais ont besoin. Les Sénégalais, clairement, les programmes ont été proposés aux Sénégalais. Bassirou Diomaye Faye n'est pas venu dire « j'ai conclu des pactes secrets avec quelqu'un que je viens vous vendre ». Il a dit, voici mon projet. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai le soutien, certes, du Premier ministre, enfin, de l'actuel Premier ministre de Ousmane Sonko, mais voici mon projet. Et je crois que c'est ce projet. Donc, il ne faut pas mêler le peuple sénégalais à des marchandages internes, à des marchandages ubuesques, secrets entre des personnalités qui sont en position de clientélisme. Non. Je crois que clairement, Ousmane Sonko veut forcément créer une sorte de bicéphalisme, au minimum, à minima. Mais je crois que ça ne peut pas prospérer dans un système démocratique. Parce que toute l'architecture institutionnelle est commandée par la Constitution du Sénégal. Et dans la Constitution du Sénégal, il n'y a pas 2 pôles de décision. Il y a un seul pôle qui est aujourd'hui le plan de la République. Et je crois qu'il n'y a quand même pas de naïveté dans cette affaire. Parce qu'au Sénégal, ce n'est pas une première expérience de cohabitation de cette nature. On a tous vu dans les années 60, Mamadou Dia et
Senghor qui ont été dans un tel schéma. Ça n'a pas marché. Oui. Et même Mamadou Dia s'est retrouvé en prison. Et même dans cette prison, il est sorti quasiment aveugle, a perdu tous ses moyens. Et du fait de Senghor qui l'avait fait arrêter, il l'avait jeté en prison pendant près d'une dizaine d'années. Donc je crois que ça devait inspirer Ousmane Sonko, mais qui doit attendre son heure. Parce que moi, je ne pense pas que l'exercice du pouvoir doit être une sorte de marchandage entre deux personnalités. Je crois que c'est un rapport entre un chef d'État et la population. Et pour moi, jusqu'à présent, la population n'a pas encore retiré sa confiance à Diomaye Faye. Et donc, Ousmane Sonko devait pouvoir attendre dans l'antichambre et ne pas se presser, ne pas se précipiter. C'est vrai, il peut craindre qu'il y ait de nouvelles dynamiques autour de 2034. Il peut y avoir de nouvelles dynamiques qui vont l'éloigner du pouvoir. Mais je crois que ça, ce sont les risques du métier. Il doit pouvoir attendre son heure, attendre dans l'antichambre et laisser Diomaye Faye gouverner. Mais là où nous sommes partis, nous sommes clairement dans une disposition de rupture. Et cette rupture-là, à mon avis, il sera, entre guillemets, fatale au Premier ministre actuel. Docteur Bangali, est-ce que Ousmane Sonko, Premier ministre en ce moment au Sénégal, devrait se résigner à ne candidater qu'en 2034, ou il doit poursuivre dans cette lutte et puis assumer cette rupture évidente et qui se pointe à l'horizon? Bon, je pense qu'une chose est sûre, c'est que le moment est vraiment mal choisi de se soucier de fauteuil présidentiel, parce que, pour faire un rappel rapide, le Sénégal a eu sa note dégradée par 3 institutions de notation en seulement une année, en 2025. On a dégradé la note de notation du Sénégal 3 fois. Et on a découvert que, disons, la dette du Sénégal a été mal consignée. Donc, il y a une réévaluation. On est passé d'un taux d'endettement qu'on estimait autour de 80%, aujourd'hui à 135%. Et finalement... Loin derrière la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire qui a un bilan sur ce plan rayonnant. Finalement, le Sénégal se retrouve dans une situation où ils sont obligés, pour lever des dettes pour financer leur économie, de s'adresser au marché régional, notamment le marché régional où les capitaux ivoiriens détiennent aujourd'hui 40%, un peu plus de 40% de la dette sénégalaise. Je crois que pour des souverainistes qui sont arrivés en ayant créé, je dirais, un certain enthousiasme autour de leur projet politique et qui se retrouvent dans cette situation un peu de tension budgétaire, la préoccupation qui devait être la leur n'est pas vraiment qui va occuper le fauteuil présidentiel pendant les prochaines présidentielles. Parce que je crois que le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de désenchantement de l'électorat qui les a portés. Parce que c'est vraiment quelque chose de rarissime au Sénégal que dès le premier tour, un candidat de l'opposition batte à 54% le candidat du pouvoir sortant. Donc je crois qu'ils doivent quand même entendre le cri du cœur du peuple sénégalais et puis d'orienter leurs énergies, donc trouver un contentieux en interne et puis maximiser, orienter leurs énergies vers la résolution de la situation, peut-être qu'ils n'ont pas créé, dont ils ont hérité. Mais je crois que s'ils commettent l'erreur d'y aller en rang dispersé, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de fractionner les voix qui les ont portés au pouvoir. Et c'est vrai que l'opposition aujourd'hui est dans une posture de restructuration, mais elle n'est pas complètement éteinte. Même divisée, à tout moment, il y a des têtes fortes qui peuvent réussir à coaliser donc une union assez ferme pour pouvoir aller contre les voix divisées du PASTEF. Il y a Barthélémy Diaz qui est à l'affût. Il y a également Madouba, même s'il est parti du parti de Macky Sall pour aller fonder lui-même son propre parti, mais il est encore dans l'opposition. Donc aujourd'hui, il y a des têtes fortes et je crois que c'est dans ce sens-là que l'opposition doit voir cette division comme une opportunité pour eux. Non, Bangali, vous devez être complice de ce problème parce que c'est vous qui avez fortement encouragé, pendant que nous disions que ce duo ne pouvait pas gouverner le Sénégal, vous avez encouragé que ce duo arrive, qui est dans l'échec total. Mais justement, moi je travaille sur ce qui est factuel. Bangali n'est pas le seul à avoir encouragé ce duo. Je travaille sur ce qui est factuel. C'est eux qui l'ont fortement encouragé. Quand nous disions que c'était une voie à l'échec. S'il vous plaît. Monsieur Bakayoko, quand Sonko est persécuté et qu'il est victime de la persécution judiciaire d'un pouvoir, je pense qu'en ce moment-là, il était dans un rôle qui nécessitait il y ait, si vous voulez, un soutien des intellectuels autour de son projet politique. Alors, mais à partir du moment où il arrive au pouvoir et que M. Sonko, après avoir promis moins et merveille, on se rend compte que ce qu'il a promis n'est pas capable de le faire, mais on ne va pas
rationnellement, on ne peut pas dire comme je l'ai soutenu quand il était dans l'opposition. Donc, même s'il n'y arrive pas, je le soutiens quand même. Non. Moi, je suis rationnel. À partir du moment où il arrive au pouvoir, qui ne fait pas ce pourquoi il est là, j'estime que... Il y avait de la démagogie et de la propagande. C'était flagrant. Est-ce que finalement, Ousmane Sonko ne souffre pas du fait de ne pas avoir tous les leviers pour enfin mettre en œuvre ce projet-là qu'il avait en étant dans l'opposition avec le PASTEF? Bon, je pense que c'est des prétextes. Parce que aujourd'hui, il est Premier ministre et un Premier ministre avec des pouvoirs renforcés. Il a réclamé tout le temps et pas plus tard qu'il y a encore, je crois, 3 ou 4 jours, il y a eu une décision commune qui a été signée avec le président pour encore renforcer ses prérogatives. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu sur cet aspect-là que le positionnement de Sonko se joue. C'est-à-dire que je n'assume pas, disons, le bilan de Diomaye parce que Diomaye veut se détourner de l'orientation commune que le pacte d'union, que PASTEF, la feuille de route, si vous voulez, que le PASTEF lui a donné. Ah, donc lui, il menace même de retourner dans l'opposition avec le PASTEF si jamais le président change d'orientation. Et donc, il y a quand même chez lui une volonté de se défiler face à un défi qu'ils n'ont pas réussi à relever parce que je crois qu'ils ont mal apprécié la situation économique du Sénégal. Et cette histoire des dettes cachées, c'est vraiment la preuve la plus palpable. Ah, c'est une fuite en avant. Ils ont fait, non mais ça a été... Le plan de la dette, c'est une fuite en avant. Confirmé. Ils ont mal apprécié le défi et ils sont arrivés au pied du mur, ils n'y arrivent pas. Donc au lieu de se concentrer pour se remobiliser mentalement, au contraire, ils se préoccupent plutôt de qui sera le prochain président. Je pense que ce n'est pas le moment. Le Sénégal aujourd'hui a besoin que son économie soit redressée et c'est à ce niveau-là que tous ceux qui les ont soutenus les attendent. Yacouba Sangaré, est-ce que vous pensez comme Dr Bangali que Diomaye et Sonko manquent de lucidité en étant dans une telle adversité en ce moment? Non, je ne dirais pas qu'il manque de lucidité, mais moi je dirais plus que c'est le choc des ambitions. Moi je ne suis pas du tout surpris à ça. Et j'avais dit que ce duo, ce tandem ne tiendrait pas à l'épreuve du pouvoir. Dans l'opposition, il faisait passer oui, mais bon, le peuple avant tout, mais aujourd'hui... C'était de la démagogie. Moi, je pense la démagogie. dans une situation où... sont le plus important. Ça c'est mon regard. Moi, je pense, peut-être que mon analyse n'est pas totalement juste, mais c'est mon regard. Je pense qu'on se retrouve dans une situation qui est intenable. On a un président de la République qui est élu. On a un Premier ministre qui se comporte comme un président bis. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et le sentiment, quand on regarde la situation, Sonko pense qu'il a plus de légitimité politique que Diomaye, et que si Diomaye est là, c'est de son fait. Donc, je pense dans son entendement, Diomaye doit faire ses 5 ans et lui faire la passe. Mais ce qu'il oublie, c'est que Diomaye, après 2 ans d'exercice du pouvoir, n'est plus le jeune inspecteur d'impôts qui était son poulain au PASTEF. C'est un chef d'État qui a aujourd'hui pris une stature et qui est face à la réalité de la gestion du pouvoir. Donc, du coup, il peut avoir d'autres visions par rapport aux objectifs, aux promesses qui ont été faites au peuple sénégalais. Et ça, déjà, on a senti déjà entre les deux déjà que ça n'allait pas très bien. Mais l'un des points d'achoppement, c'est la question de la coalition Diomaye président. C'est une coalition qui a été mise en place par les deux. Mais aujourd'hui, avec le changement de celle qui présidait Aïda Mbodj, est une proche de Sonko. Et quand Diomaye l'a remplacé par Mimi Touré, Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre qui est proche de Diomaye. Proche de l'ancien président. Donc, Sonko sent qu'il perd le contrôle de leur outil qui leur a permis de venir au pouvoir. Donc, du coup, Sonko se prépare de son côté. Et moi, ce qu'il fait, je pense que ça fragilise vraiment, pour moi, la coalition qui est au pouvoir. Parce que ça donne le sentiment qu'ils s'en déchirent, il ne faut pas se voiler la face, et ils vont s'affronter. Et déjà, il y a un premier test. Pour le moment, on n'est même pas encore en 2029. Il y a déjà les municipales et les départementales de janvier 2027. Ça va être le premier test. Je pense que c'est à partir de là que les choses vont se redéfinir par rapport à 2029. Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2027 ? Laquelle des deux coalitions va gagner ces élections-là pour avoir la réalité, je vais dire, du terrain, si je peux m'exprimer ici. Tout va se jouer là déjà, ça va être un premier indice. Et l'idée aurait été qu'ils s'entendent, voilà, parce que tel qu'ils ont gagné les élections, ça veut dire qu'ils portent en eux l'espoir de la majorité des Sénégalais. Ils ont quand même gagné même Dr Bangal l'a dit au premier tour. Donc, l'idée aurait été qu'ils s'entendent,
que Diomaye fasse 10 ans, et puis après que Sonko se prépare pour revenir. Mais là, on n'est pas dans ce schéma. Sonko va être le prochain président de la République. Ensuite, il y a d'autres points d'achoppement qu'on n'évoque pas. C'est la question de l'éligibilité de Sonko. Est-ce que cette question a été réglée? Aujourd'hui, il y a le débat dans l'opinion sénégalaise. Il y a une partie qui dit que Sonko, en l'état actuel, ne peut pas être éligible ni aux élections de janvier 2027, ni à la présidentielle 2029. Il y a une autre opinion, c'est une interprétation juridique qui dit que Sonko peut être candidat. Sonko lui-même le clame. Il dit « personne ne peut m'empêcher d'être candidat ». Cette directive, il l'adresse à qui? Il l'adresse au pouvoir. Et il pense aussi que 2 ans après l'exercice du pouvoir, si cette question n'a pas été vidée totalement, il peut estimer qu'il y a une volonté manifeste du Diomaye de ne pas régler ce cas. Bon, tout ça, ça nourrit des suspicions, tout. Et c'est vraiment... ça, je vais dire, ça va fragiliser leur coalition, et mais en même temps, ça va décevoir le peuple sénégalais qui leur a fait confiance en espérant vraiment un nouveau vent de changement. Et c'est ça, voilà, qui est dommage dans cette rivalité entre ces deux camps-là. Et il faut espérer que la sagesse les habite, qu'ils puissent s'entendre. Mais face au choc des ambitions, je m'interroge et je reste circonspect quant à une réelle entente, parce que là, ils sont déterminés à s'affronter. D'accord, merci infiniment Sanga Yacouba. Félix Boni, est-ce que finalement il y aura une solution trouvée à ce problème-là, quand on sait qu'il y a quelques temps seulement, Diomaye Faye était chez la mère de Sonko, comme pour dire que la relation entre eux personnelle demeure toujours. Est-ce que cela ne pourrait pas surplanter ces problèmes politiques pour que la stabilité politique finalement dans ce parti et dans le Sénégal puisse refaire surface? Moi, je crois. En 30 secondes. Moi, je crois bien qu'ils vont finir par se retrouver. Ils n'ont aucun intérêt à se diviser. Ils sont arrivés au pouvoir ensemble. Et il faut être clair, Bakayoko le disait tantôt que Diomaye a vendu son projet. Diomaye n'a pas vendu ce projet. Diomaye est désigné comme candidat pour remplacer Sonko, par Sonko pour le remplacer à quelques jours, à la veille même de l'ouverture de la campagne présidentielle. Donc le projet reste le projet de Sonko. C'est vrai que Sonko montre qu'il est un peu plus pressé et qu'il y va un peu plus rapidement. Mais je dis cette crise, c'est une crise de méthode et de tempérament. C'est-à-dire, vous voyez, quand ils parviennent au pouvoir et qu'on a Diomaye qui est en phase de l'exercice du pouvoir face à certaines réalités économiques, il opte pour une ouverture qui est... même ouvrir les bras, parce que quand on dirige un État, on dirige pour tout le monde, ouvrir même les bras à l'opposition, élargir, j'allais dire, le champ de leurs partisans, de leurs alliés. Il est également aussi contre le souverainisme de rupture, c'est-à-dire il voit les réalités économiques qui montrent qu'il ne faudrait pas seulement être très souverainiste, et donc il a un peu plus de souplesse par rapport au souverainisme de Sonko. Mais la réalité vécue par Sonko n'est pas la réalité vécue par Diomaye, qui lui est dans une sorte de justice des vainqueurs qui fait qu'il ne veut pas l'ouverture totale que souhaite Diomaye. Mais je pense qu'ils sont en train de se tester et vers la fin, ils vont finir par se retrouver parce qu'ils ont intérêt finalement à se retrouver. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, le PASTEF a 130 députés sur 165 députés à l'Assemblée nationale. Je dis bien le PASTEF. Ils ne sont pas allés à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas allés aux élections législatives en coalition. Ils sont allés en PASTEF pour vraiment jauger la force du PASTEF. C'est un parti qui reste encore fort. Et je crois qu'à un moment donné, quand l'un et l'autre vont voir celui qui est plus ou moins prend le leadership sur l'autre, ils vont finir par se retrouver et ils se parlent à travers des personnes interposées, à travers leurs épouses, leurs mères, d'autres personnes du dirigeant spirituel. Mais ils n'ont pas intérêt vraiment à exacerber ce duel à la tête du Sénégal qui n'en a pas vraiment besoin dans la situation actuelle que traverse le pays. D'accord. Lansine Bakayoko, vous qui êtes plus pessimiste, est-ce que vous avez un peu d'optimisme quant à la réconciliation politique de Diomaye et Sonko? Si il y a réconciliation politique de Diomaye ou de Ousmane Sonko, ça ne profite pas aux Sénégalais. Parce qu'en réalité, ces deux personnalités sont venues au pouvoir par simple démagogie. Ils n'avaient pas un vrai projet politique. Ils ont surfé sur la, disons, je ne vais pas dire la misère, mais sur les difficultés du peuple sénégalais pour se mettre à cette place. Ça veut dire que les dirigeants qui ont précédé n'ont pas bien géré. Ils ont surfé. Vous savez, le peuple sénégalais, c'est un peuple qui est politiquement très aguerri, très mûr. Et sur le simple fait que le prédécesseur Macky Sall voulait faire un troisième mandat, rien que sur ça, ils n'étaient pas d'accord. Parce que ce n'est pas le bilan de Macky Sall qui est sanctionné.
en faisant venir, ce n'est pas le silence, ce n'est pas le bilan. Du peuple Non, j'ai dit entre guillemets, j'ai mis entre guillemets. Mais quand je parle de misère, je ne parle pas des difficultés de la vie quotidienne, je parle y compris le déficit démocratique qui était en place, que Macky Sall incarnait. Et ce n'est pas une première. Ils ont instrumentalisé cette volonté des Sénégalais de changer, disons, le leadership sénégalais. C'est sur ça qu'ils se sont... Vous savez, au Sénégal, c'est un peuple qui est politiquement très mature. Abdoulaye Wade quitte le pouvoir, pas parce que son bilan est négatif, mais simplement les Sénégalais disent nous voulons un autre vent de changement. C'est tout. Macky Sall pas au pouvoir. Aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, tous ces acquis-là, c'est Macky Sall et Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, le rayonnement politique, économique, social que le Sénégal a, c'est le bilan de Macky Sall et d'Abdoulaye Wade. Pourtant, ces deux personnalités ont été presque poussées à la porte de sortie. Ça veut dire que les Sénégalais, indépendamment des questions de bien-être social, demandent plus que cela. Ils sont un peuple très démocratiquement avancé. Donc, je veux dire que ce n'est pas nécessairement... Donc, ces deux personnalités ont instrumentalisé cette volonté de changement des Sénégalais pour se positionner. Voilà pourquoi je vous ai dit depuis toujours que ces deux personnalités, ce sont des présidents, c'est un leadership de substitution. Ce n'est pas un leadership de vision. Et donc, pour vous, il n'y aura pas de réconciliation. Pour moi, il ne pourra pas avoir de réconciliation parce que c'est une lutte de pouvoir. Ce n'est pas tout cet habillage. Pas un projet commun. Tout cet habillage ce n'est pas doctrinal. Ce n'est pas doctrinal. C'est simplement une lutte de pouvoir. Si c'est doctrinal, oui, on peut concilier les choses. C'est-à-dire, Ousmane Sonko veut qu'on dirige de cette manière. Bachir Diomaye veut qu'on se dirige de cette autre manière, mais ici, en réalité, tout ça, ce sont des subterfuges. Très bien compris. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce qui va contrôler le pouvoir, c'est une lutte de pouvoir. Et là, je pense que sur les questions de pouvoir, c'est rare qu'on ait un consensus. Et là, je crains qu'il n'y ait pas de consensus. Docteur Bangali. Je pense que ni Sonko ni Diomaye Faye n'ont intérêt à ce que la coalition éclate pour une raison simple, c'est que Diomaye Faye se retrouverait à la tête... en tout cas au palais présidentiel, sans être porté, ou en tout cas assis sur, disons, une base électorale structurée autour d'un appareil politique. Parce qu'une coalition telle que celle qui a été mise en place, c'est, si vous voulez, un groupe de personnes de compétences à laquelle on fait appel pour pouvoir conduire la campagne électorale. Ce n'est pas suffisant pour diriger. Voilà, ce n'est pas assez structuré pour pouvoir tenir un électorat, l'entretenir, garder l'enthousiasme en haleine pendant 5 voire 10 ans. Donc, ça serait une grande première en Afrique qu'un président de la République se retrouve à la tête en tout cas, excepté les chefs d'État militaires qui sont arrivés dans les conditions qu'on sait. Et dans l'autre cas, Sonko également se retrouverait dans une situation où, après avoir été Premier ministre, il retournerait dans l'opposition. Et comme cela a été déjà relevé ici, beaucoup d'affaires judiciaires sont restées pendantes. En 2025, il a saisi la Cour suprême pour revenir sur une décision qui avait été rendue sous Macky Sall, mais la décision a été confirmée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat sur son éligibilité revient au devant de la scène. Donc, s'il retourne en tant qu'opposition, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, ni Sonko, ni Diomaye Faye n'a intérêt à ce qu'il y ait une rupture, je dirais, radicale. Yacouba Sangaré. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la coalition Diomaye président est en train d'être structurée. Hein. Ils ont fait l'AG le 7 mars et dans son message, il a demandé qu'ils aillent partout dans toutes les régions du Sénégal. Donc c'est sûr qu'ils vont structurer cette coalition-là qui va aller au-delà de juste un rassemblement de partis comme c'était le cas en 2024. Mais à la longue, ça peut avoir la structuration d'un parti politique avec une implantation réelle. Parce que Diomaye, il connaît une réalité. La réalité, c'est que Sonko a le contrôle du PASTEF. Donc lui, sa coalition, il veut que sa coalition... Il a besoin de dépendance avec sa coalition. Voilà, il veut vraiment que la coalition soit une force derrière lui, il a besoin de la structurer, elle va être structurée. Voilà, je pense que c'est le choc des ambitions. Et comme je l'ai dit, on attend devant janvier 2027. Ils vont se mesurer, on va voir qui a la réalité du terrain. Je pense qu'à partir de là, les cartes pourront être redistribuées pour 2029. C'est bien compris, messieurs. Merci pour vos analyses. Merci de nous avoir suivis depuis vos salons de ce numéro du Club de la Presse. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse que vous pourrez retrouver également sur toutes nos plateformes numériques. Excellente soirée sur RTI1, la chaîne qui rassemble.